Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, François Pupponi, ancien parlementaire, et maître Gilles-William Goldnadel. On parlait des inquiétudes pour la rentrée sociale explosive, d'autant qu'il y a des nuages noirs qui s'accumulent sur l'économie française, hausse de l'inflation, des taux d'intérêt, flambée des prix. Pourtant, le président Macron trouve des raisons de rester positif. Écoutez-le. La France est un des pays d'Europe qui a le moins d'inflation. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place des boucliers sur le gaz et l'électricité qui empêchent qu'il y ait un trop gros impact sur les ménages et les entreprises. Je le dis parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais d'ores et déjà, nous avons dépensé plusieurs dizaines de milliards d'euros pour maintenir les prix. Mais il faut qu'on soit lucide. Cette inflation, ce n'est pas une inflation qui est liée à une surchauffe de notre économie. Non, l'inflation classique, c'est ça. C'est un impôt de l'extérieur qui vient par le gaz et l'électricité. Est-ce que, Karim Zerebi, c'est audible, en fait, de dire la France est un des pays où il y a le moins d'inflation? Est-ce que les Français qui sont dans la difficulté peuvent entendre ça? Plusieurs remarques. C'est pas faux ce que dit le président. Mais c'est un discours qui est un discours de technocrate. C'est un discours qui dit on a pris des mesures techniques pour effectivement alléger la crise, atténuer la crise qui a frappé l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ok, très bien. Moi, j'ai envie de dire une chose quand même sur le pouvoir d'achat. Avant l'inflation, les Français allaient déjà mal en termes de pouvoir d'achat. Beaucoup s'interrogeaient à quoi bon se lever le matin alors qu'on a des fins de mois qu'on n'arrive plus à boucler. Au 15 du mois, on est à découvert, on a peur du déclassement, on n'arrive pas à vivre, on ne fait que survivre. Ça, c'était avant la crise. L'inflation est venue surenchérir, accentuer, aggraver la situation. Donc on peut faire un chèque par-ci, un chèque par-là. Il ne faut pas en vouloir aux Français qui étaient déjà dans une posture de souffrance et de détresse, de considérer que ça n'est pas assez. On ne peut pas leur en vouloir. Et effectivement, là, il y a plus une approche structurelle qu'il faudrait mettre sur la table pour dire, voilà, est-ce que notre modèle aujourd'hui, tel qu'il est viable, peut nous permettre de faire face à la crise, ou est-ce qu'on va essayer de colmater les brèches ? Après, on peut faire des reproches au gouvernement sur la gestion de la Covid et les milliards qui ont été posés sur la table. Force est de constater que si on n'avait pas aidé un certain nombre d'activités et de professions, peut-être qu'on serait dans une situation qui serait encore plus catastrophique sur le plan social. Donc, nul ne le sait, mais beaucoup ont dit à l'époque, il faut quand même être reconnaissant. Si sur le plan sanitaire, on n'a pas fait les choses de manière parfaite, sur le plan de la gestion de la crise économique, le gouvernement a été là. Donc, on ne peut pas dire tout et son contraire. La réalité, c'est que moi, je considère que les Français considéreront qu'on n'en fera jamais assez. Et c'est là où on aura un quatrième tour social. Parce que la souffrance est telle, le retard est tel, l'inquiétude est tellement marquante qu'ils seront dans la rue quoi qu'il en soit. Et on peut prendre une mesure de chèque par-ci ou de chèque par-là. Ça ne suffira pas. Et je peux vous dire que les Français qui touchent le SMIC et qui souffrent, on peut les comprendre aussi et se mettre un peu à leur place. Jean-Sébastien Ferjou et ensuite Maître Goldnadel. Avec ce point-là, je suis entièrement d'accord. Mais pour prendre une image, quand on dit on a très bien géré le Covid, je ne parle pas de sanitaire, je parle de la gestion économique. Enfin, oui, on peut décider d'éteindre un incendie en vidant toute la piscine et se dire peut-être que vider le pédiluve aurait suffi à éteindre l'ampleur de l'incendie en question, parce qu'on n'a rien contrôlé justement sur l'emploi des milliards en question. Et c'est ça aussi que nous payons aujourd'hui. Parce que quand on a fait des confinements dont on savait qu'ils n'avaient pas d'efficacité sanitaire, parce qu'on a refermé des commerces non essentiels qui n'étaient pas des lieux de contamination, ça a coûté plusieurs dizaines de milliards. Après coup, croyez-vous qu'on en aurait cette analyse? Non. Mais c'était pas après coup. Non, pardon, Karim. Non, pas. Sur le moment, personne ne disait rien. À l'échelle de la planète, à l'échelle de la planète, vous le savez déjà à ce moment-là, et un certain nombre d'économistes le disaient aussi, parce qu'ils avaient analysé les conséquences du premier confinement. Mais comme en France, justement, on a un Parlement qui exerce assez peu ses missions de contrôle, ces questions-là, on les pose pas du tout parce qu'on ne contrôle pas l'action de l'exécutif. En revanche, sur ce que disait Emmanuel Macron sur l'inflation, je comprends totalement ce que dit Karim sur effectivement le besoin des Français les plus fragilisés face à cette inflation. Mais malgré tout, dans l'analyse qu'il fait, je le rejoins et je suis plutôt rassuré qu'il dise ça, parce que c'est effectivement une inflation. Il emploie le terme d'impôt extérieur. C'est ça. C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine et c'est parce qu'il y a les goulets d'étranglement du Covid. Oui, mais c'est très important parce que découlent de ça les décisions de politique économique qu'on en prend. Ça n'est pas la même chose de gérer une inflation comme celle qu'on a connue dans les années 70 que de gérer une inflation qui est uniquement d'origine extérieure. Parce que si on commet les mêmes erreurs que celles qu'on a déjà commises, notamment en 2009, en augmentant massivement les taux, on va en plus aggraver les risques de récession. Donc je
préfère un président de la République qui fasse le bon diagnostic que parfois des gens qui ne comprennent rien. On continue ce débat qui est passionnant. On va juste aller à l'Assemblée nationale rejoindre Florian Tardif parce que je crois que ça y est, Madame Braun-Pivet, Yaël Braun-Pivet, donc était élue présidente de l'Assemblée nationale avec combien de voix, mon cher Florian ? On est en train d'obtenir le détail précis, Laurence, du nombre de voix récoltées par Yaël Braun-Pivet, mais c'est historique, il est vrai. C'est la première fois de son histoire que l'Assemblée nationale sera présidée par une femme, en l'occurrence donc Yaël Braun-Pivet, âgée de 51 ans, qui était encore novice en politique en 2017 et qui avait été propulsée à la tête de la commission des lois lors de la précédente législature. Elle avait été ministre éphémère des Outre-mer ces dernières semaines avant de quitter son poste pour pouvoir justement candidater à la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous parlais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être jusqu'à 3 tours pour pouvoir désigner Yaël Braun-Pivet comme étant la prochaine présidente de l'Assemblée nationale. Cela a été plus rapide que prévu finalement, puisque les députés du Rassemblement national n'ont pas souhaité prendre part au vote lors du second tour du scrutin. C'est pour cela que Yaël Braun-Pivet a été élue donc au terme de ce second tour. Au-delà de ce retrait, de cette décision des députés du Rassemblement national, ce qu'il faut analyser, c'est également le message envoyé de la part des députés du groupe RN ici à l'Assemblée nationale qui souhaitent, vous l'avez compris, continuer cette tentative de dédiabolisation du parti en montrant qu'ils seront ces prochaines années une opposition responsable ici au Palais Bourbon. Merci Florian Tardif avec Charles Baget et Noa Pradel à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'élection de Yaël Braun-Pivet, présidente, première femme présidente de l'Assemblée nationale. On revient sur notre débat sur l'inflation avec le président Macron qui disait on a l'inflation la moins haute d'Europe. Maître Golnadel, je vous ai entendu et vu réagir. Quand mon ami Karim dit que c'est facile de dire après, moi, pardon, je ne suis pas un économiste très distingué, mais je l'appelais déjà il y a 3 mois, ou même avant, Emmanuel Lebel, parce que comme Philippe du même nom, il a utilisé la fausse monnaie. Ce qu'on appelle l'argent magique. Il ne fallait pas sortir des grandes écoles d'économie pour savoir que cette dette abyssale, historique, abyssale, elle existait déjà avant le Covid. Monsieur Macron s'était engagé à la résorber, il faut quand même pas oublier. Maintenant, bon, donc la hausse des taux d'intérêt n'est que la réaction un peu désespérée des banques à cette situation-là, mais qui transcende évidemment la situation française. Donc je suis désolé, on ne peut pas uniquement expliquer la situation inflationniste uniquement à l'aune de la guerre en Ukraine ou d'autres choses également. Il y a une part de responsabilité et, pardon de le dire, je suis pas il faut pas non plus donner dans le misérabilisme de la situation des Français. Misérabilisme. Elle devient, non. Faut être déconnecté pour dire ça. J'ai William, mon ami. Je te le dis. Oui. Non, là, le misérabilisme. Oui. Alors allez-y, terminez votre pensée parce qu'on a pas en code ce que tu dis. Non, chaque mot est dûment. Comment on vit avec 1 200 € par mois aujourd'hui dans notre pays? Tu peux me le dire? Non, mais non, parce que tu les touches pas. Non, mais chaque et moi non plus. Chaque mot est dûment pesé. Avant la situation inflationniste, on ne peut pas dire que la France était un pays misérable. Ça n'est pas vrai. C'est l'inflation qui inquiète à juste titre. Il y avait un problème de pouvoir d'achat avant l'inflation. Il y avait un déclassement avant l'inflation. Mais il ne faut pas tout mettre sur l'inflation. Parce que les Français n'y arrivaient pas avant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'avant c'était extraordinaire. Je vous dis que ce qui est le plus préoccupant sur le plan économique pour les gens, et notamment pour les plus pauvres, c'est la situation inflationniste. Parce que vous passez... Elle est venue aggraver une situation. Elle est venue... Mais qui était déjà grave. C'est comme la Covid et l'hôpital. C'est comme si tu me dis la Covid, l'hôpital va mal à cause de la Covid. Non, l'hôpital allait mal avant la Covid. Et la Covid aggrave. Mais c'est pareil. Mais oui, mais on est d'accord. Mais on passe de la pauvreté à la misère à cause de l'inflation. Mais c'est bien que tu reconnaisses déjà qu'avant l'inflation, il y avait la pauvreté. Bien sûr. Mais c'est pas réjouissant pour le peuple dans la pauvreté. Il ne m'avait pas échappé qu'il y avait des pauvres en France. Tu le conçois quand même. Il ne m'avait pas échappé qu'il y avait des pauvres en France. Donc c'est ça le problème. Je suis en train de dire que la misère qui s'installe, elle est le produit de l'inflation et je n'accepte pas d'acquitter complètement le gouvernement français de cette situation en mettant ça sur le dos de M. Poutine. Non, bien sûr, mais sauf qu'aujourd'hui, les Français, les plus en difficulté, ne peuvent plus rouler, ne peuvent plus se chauffer. Bien sûr. Et effectivement, le président Macron a dit quelque chose de très juste. Il a dit, on a fait un effort conséquent de plusieurs milliards et ça ne se voit pas. Enfin, malgré l'aide,
les Français n'y arrivent pas quand même. Donc il le reconnaît lui-même. Il dit ce qui est fait est quasiment inaudible et pas perceptible par les Français parce que malgré l'aide, ils n'y arrivent pas. Bon, regardez le prix à la pompe. Voilà, aujourd'hui, et on n'est pas dans l'hiver. Quand on va y arriver, il y a des Français qui ne pourront pas se chauffer. Voilà, dans un pays qui n'est pas un pays pauvre, qui est un pays développé parmi les plus développés. Et donc la situation, elle est insupportable. Elle l'était déjà avant, mais là, les gens, ils ne peuvent plus. Et donc la vraie question, c'est comment on fait ? Parce que là, on est parti sur un temps long pour remettre du pouvoir d'achat aux Français avec des sommes que nous n'avons pas. Et l'équation, elle est quasiment impossible. Non, mais on peut avoir un discours de technocrate. Concrètement, ça fait à peu près entre 60 et 70 euros l'augmentation qu'a évoqué M. Stanislas Guérini par fonctionnaire. Donc c'est même pas un plein d'essence, qui est aujourd'hui entre 90 et 100 euros. Bon. Pour n'importe quelle voiture et pas une voiture de luxe. Donc ça veut dire que quand on dit aux Français qui souffraient déjà avant la crise, qui n'en peuvent plus aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de même pas faire un plein d'essence, mais c'est une augmentation et elle est historique. Comment veux-tu effectivement que ce soit pris ? On ne peut pas faire des sauts périlleux et dire c'est magnifique, ce qui se passe est historique. Donc ça veut dire que... Et là on parle de la pompe, on parle des produits de première nécessité au supermarché, on arrive à une période qui est celle des vacances, où la moitié des Français ne partaient pas en vacances avant, peut-être que là ça va être les trois quarts. Cette réalité-là... On est obligé d'y faire face. Mais c'est bien, pas faire comme si elle n'existait pas. pas. Mais c'est bien au nom de cela que je disais que si vous n'avez pas une saine gestion de l'économie, un peu comme une saine gestion d'un foyer, vous finissez par... mais il y a des urgences à gérer. Monsieur le maire... Comment tu gères les urgences ? William, si demain on a une saine gestion de l'économie, mais c'est trop... on ferme les robinets. C'est trop tard. Non, mais je ne dis pas le contraire. Ils sont ouverts encore, les robinets. Mais moi, oui, on les fait. Sinon, ça va être grave. Jean-Sébastien Ferjou, je crois qu'une saine gestion de l'économie, ça n'est pas l'austérité. Ça a été, il y a eu un certain nombre d'études économiques qui ont montré que l'austérité, ça n'avait aucun sens dans les périodes justement où on flirte avec la récession. Pour autant, là où je rejoins William Gonadel, c'est que évidemment, et c'est là où on va voir la question du blocage de l'Assemblée, parce qu'on peut aider les Français, bien sûr, et rajouter des chèques, mais derrière cet argent-là, il faut bien le trouver quelque part, et encore plus à un moment où les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. La charge de la dette, elle augmente. En l'état, elle est tenable. Un peu plus, ça ne le sera. Donc on est à 3 000 milliards, ça, il ne faut pas sous-estimer les risques d'explosion de l'euro avec, encore une fois, les différentiels qui sont en train de s'installer sur les taux d'intérêt allemands ou italiens ou français, puisque chacune de ces dettes-là peut représenter un risque différent aux yeux de ceux qui achètent de la dette, puisque la dette est aussi un produit financier. Il y a des gens qui achètent de la dette. Mais... non, enfin, bref, ça nous mènerait ailleurs. Mais je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion sur où pouvons-nous faire des économies en France. On ne peut pas en permanence tenir un discours. Mais partout, justement. Mais nous ne sommes pas à l'os partout, Laurence. On augmente tous les ans le budget du ministère de l'Éducation nationale. On augmente tous les ans le budget justement consacré à l'hôpital public en France. La France est celui des pays de l'OCDE qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public. Est-ce que l'hôpital public fonctionne bien ? C'est donc bien qu'il y a une mauvaise gestion. Le sujet, c'est pas rajouter des euros. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on obtient par euro investi. Et s'il n'y a pas cette réflexion-là qui accompagne la réflexion sur le pouvoir d'achat, ça ne tiendra pas parce que au bout du bout, de toute façon, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Il faudra faire payer des impôts aux autres. Pour les, admettons qu'on dise on ne fait pas 70 euros d'augmentation en moyenne pour un fonctionnaire, mais 700. Il faudra bien prendre l'argent quelque part. Ça n'échappe à personne, donc ça veut dire que les contribuables. François Pupponi. On les connaît, mais personne n'a le courage politique de les mettre en œuvre. Monsieur Pupponi et ensuite Karim. On peut bien sûr empêcher de recruter des fonctionnaires, etc. Mais ça, c'est sur le temps long. Mais c'est pas seulement ça. Non, mais d'accord. Mais les grandes masses, les minima sociaux, les comptes sociaux, on dit la fraude notamment. On n'a plus, on paye moins. Bon, dans la situation actuelle, je pense pas que ce soit la très tendance. Et le gros bloc des collectivités locales. L'État donne 80 milliards d'euros tous les ans aux collectivités locales. Et on peut dire là, on dit stop, on dit aux collectivités locales, vous vous débrouillez, nous vous êtes plus. Bon. Voilà, donc on les connaît les grands comptes. Ils sont, mais qui aura le courage de dire, on baisse les minima sociaux? Mais qui aura le courage de dire... Les collectivités locales, elles se débrouillent. Mais qui aura le courage de dire à l'hôpital public, qu'il y a entre 2 et 3 administratifs par soignant, alors qu'il y a des hôpitaux privés, des cliniques privées dans ce pays où le ratio est de 1 pour 1. Est-ce que vous avez l'impression que les cliniques sont tout au bord de la faillite, que les infirmières sont toutes en train d'en démissionner? Non, parce qu'ils sont bien gérés. Je vous dis pas qu'il faudrait tout privatiser, c'est absolument pas l'idée. Je vous dis juste que nous ne pouvons pas faire l'économie des gaspillages qui existent dans la quasi-totalité des administrations françaises. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs.
largement plus du côté des collectivités territoriales que du côté de l'État, parce que l'État a plus ou moins fait l'effort, alors que les collectivités territoriales ne l'ont pas fait du tout. Mais on ne pourra pas faire abstraction de cette réflexion-là, parce que sinon ça se retournera contre justement les Français les plus défavorisés, parce que quoi qu'il arrive, Karim, de toute façon, les riches, ils s'en sortent dans toutes les situations. Karim Zerébi, et après Maître Gonadel. Je suis pas convaincu pour les autres par ton analyse qui consiste à dire il y a des économies à faire, faisons-les. Ok, très bien, mais tu dis pas vraiment où. Après, dire que le privé gère toujours mieux que le public, c'est pas vrai. Je veux dire, la pénurie d'infirmières et d'aides-soignantes, elle est publique, elle est privée, elle est même dans le libé. Mais si, évidemment qu'elle est publique, elle est privée. Mais c'est la vérité. Mais non, c'est faux ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a une pénurie qui est globale. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du public et du privé, le métier n'est plus attractif. On ne paye pas assez les gens dont on qualifie les métiers comme essentiels. Et je vais te dire, moi je veux bien qu'on dise oui, mais c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Donc un gardien de la paix qui est essentiel à la République. Et ayons moins de profs qui ne sont pas devant des élèves, parce qu'il y a énormément de professeurs qui ne sont pas devant des élèves. Un gardien de la paix qui représente le gros des fonctionnaires de police donc, est mal payé. Une aide-soignante et une infirmière n'est pas suffisamment payée. Un enseignant quand il débute au regard du nombre d'études, donc c'est la même chose. Donc moi je veux bien sûr qu'en termes de management, on peut enlever des administratifs là. Mais la réalité c'est qu'on a des besoins tels. Juste un exemple. J'aimerais juste qu'on écoute un tout petit mot de Yaël Braun-Pivet qui vient d'arriver, présidente de l'Assemblée nationale. Un tout petit mot et on revient. Qui s'est forgé en ce lieu à nul autre pareil. Des voix fortes résonnent dans ces travées. Ce sont les voix de ceux à qui nous devons de vivre dans un pays libre. Ce pays qui eut l'ambition jadis de livrer au monde un message dont vous êtes aujourd'hui les garants. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En me portant à votre présidence, vous donnez aujourd'hui à ce message une portée nouvelle. Je veux donc vous remercier, toutes et tous, élus au suffrage universel, direct, qui accomplissaient ce geste fort. Plus nécessaire que jamais, sans doute, tant l'époque que nous vivons est lourde d'incertitudes et de questionnements. Permettez-moi, pour commencer, d'avoir une pensée pour les autres candidats qui souhaitaient eux aussi occuper cette fonction. Je salue en particulier Annie Genevard, qui fut une excellente vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà pour les premiers mots de Yaël Braun-Pivet, qui a donc été élue présidente de l'Assemblée nationale, première femme à accéder à ce poste. Allez, un dernier mot sur notre discussion, sur la façon dont on peut faire des économies ou pas sur certaines administrations. Non, mais vous avez beaucoup parlé, Jean-Sébastien Ferjou. Pour répondre, la Cour des comptes a constaté plus 37% de masse salariale au ministère de l'Intérieur, moins 24% de présence sur le terrain. S'il n'y a pas un sujet de productivité et de management... Alors, moi, je suis convaincu. Maître Goldnadel et non, mais je rejoins Ferjou, je suis convaincu qu'il existe une gabegie du service public et qu'en contrepartie, eh bien, ce service public ne donne largement pas satisfaction aux Français. Il y a quand même une contradiction énorme. Un symbole que j'ai à cœur. Aujourd'hui, l'audiovisuel de service public est en grève. Pour protester contre la suppression de la redevance. Pour protester contre la suppression de la redevance fiscale. Chaque année, pratiquement, rituellement, la Cour des comptes conteste justement cette gabegie dans l'audiovisuel de service public. J'ai l'impression que dans le privé, on fait davantage attention à l'argent des gens. Et la remarque entre les cliniques et les hôpitaux de Ferjou est parfaitement justifiée. Bien sûr qu'il faut faire des économies, bien sûr qu'il y a de la gabegie, ok. Ouais. Mais il faut taper dans les grandes masses. Quels sont les services publics que les Français accepteraient de voir supprimer ? Mais personne ne dit qu'il faut les supprimer. Mais bien entendu, mais vous ne pourrez pas faire des économies de masse si à un moment vous ne supprimez pas des services. Je prends un exemple. Quel intérêt de garder des sous-préfectures ? Quel intérêt de garder un contrôle de légalité de l'État ? Il y a des élus qui sont élus, qui votent, et puis après il y a des fonctionnaires de l'État qui vérifient s'ils ont bien rempli le bon formulaire. Voilà. Et donc il y a des fonctionnaires qui amènent un imprimé à l'autre. Voilà. Donc à un moment on dit ok, tout ça on supprime. Ça date de Napoléon, on n'en veut plus. Les routes. Voilà. Est-ce qu'il est normal de garder des cantonniers de l'État, des cantonniers des collectivités locales, plus ou moins sur les mêmes tronçons ? Allez, top. Mais ça veut dire, par exemple, on supprime l'électricité. Il y a des villes qui disent la nuit, il n'y aura plus d'électricité. Voilà, on fait des économies parce que ça coûte cher.
Après, on dit, ah oui, d'accord, mais la sécurité, voilà. On peut faire des économies, mais sur les grandes masses. Le logement, je finis sur le logement, ça rapporte 80 milliards, mais ça en coûte 40. Et quand on a dit on va baisser les APL parce qu'on va faire des économies, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de baisser de 5 €? Voilà. Mais 40 milliards, bah oui, on peut faire la moitié d'économies. Surtout que les APL. Moi, je vais aller sur le terrain de Jean-Sébastien Ferjou et de Gilles-William Golnadel. GAPJ, on fait des économies. Ok. La réalité, c'est que vous ne pourrez pas vous en tenir à ces économies. Pourquoi? En réalité, c'est un transfert qui sera fait pour avoir plus de proximité, plus de gardiens de prison, plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, plus de gardiens de la paix. Donc ton économie, tu la fais pas. Tu gères mieux. On continue le débat. Merci à tous les quatre. Tu gères mieux, tu les fais pas d'économies. Punchline. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Clélie Mathias qui vous attend sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.